Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Pour que vive le Beaujolais. Nous vous accueillons dans ce superbe cadre du château de Montmela. Dorénavant, vous allez retrouver notre émission tous les mois. Et maintenant, place au reportage. Je suis né à Lyon, hein. Je suis né à Lyon, je suis un vrai gone. Mais bon, la famille a toujours été dans le Beaujolais, et surtout à Saint-Étienne-la-Varenne. Bon, donc moi je suis arrivé ici dans cette maison de famille en 1965. Bon, j'ai fait mes études à Dijon, j'ai fait des études je suis œnologue, et comme toutes les professions, mènent à quelque chose à condition d'en sortir. Au bout de... J'ai fait 42 ans de laboratoire et j'en suis à 35 ans de lutherie. Vous voyez donc, le parcours s'est chevauché pendant quelques années. D'accord. J'étais luthier la nuit, œnologue le jour. Ça, c'est tout à fait Beaujolais, à condition de ne pas en abuser. Ce que j'aime dans un violon, c'est la clarté du son, disons la finesse. Le son, il doit être éclaté, il doit être puissant et chaud en même temps. Vous voyez, ça éclate. Le violon se compose donc d'une table vibratoire avec sa barre d'harmonie qui va transmettre les vibrations des cordes à toute la table. Le fond, qui lui donc est creusé, et les éclisses qui sont donc montées sur 4 coins et 2 tasseaux. Le fond, c'est une pièce d'érable. Les éclisses, ce sont des pièces d'érable aussi. Et la table est en épicé. Après, donc, une fois que la caisse est terminée, comme celle-là, on va coller le manche dans une mortaise. Voilà, donc ce qu'il reste à faire, c'est le manche. Ensuite, sur le manche, on va coller ce qu'on appelle la touche. Donc la touche, elle, va être collée là-dessus. Voilà. Et là, on commence à avoir la physionomie d'un violon presque complet. On peut tout faire avec ses mains. Les mains, c'est avant tout le prolongement du cerveau. Les mains sont le prolongement du cerveau, donc tout le monde a le même cerveau, 14 milliards de cellules grises, il suffit de les faire fonctionner.
Barbara. Donc, je suis à Marchand. J'habite en famille à Marchand depuis 2007, année de notre installation, avec mon épouse et maintenant nos 4 enfants. En 2007, j'ai fait le choix de m'installer en agriculture biologique. L'attrait que j'avais pour ce métier, il était en lien avec le fait de travailler les sols, de découvrir aussi ces méthodes, ces techniques de travail des sols, et puis d'avoir un impact vraiment le plus faible possible sur l'environnement. On s'est tous retrouvés ce matin pour un décuvage. Ce bel instrument, c'est un outil très simple, mais qui a une belle esthétique et qui est très rassurant à utiliser. Voilà, donc ce qui est super chouette, c'est qu'on n'est pas tout seul pour faire ce travail. Il faut 3 ou 4 personnes. Et voilà, ça dure une petite heure où physiquement c'est une bonne dépense. Et après, on a un petit casse-croûte et on a un moment de convivialité. Et l'avantage qui est reconnu pour ce type de matériel, c'est surtout la qualité de la pressurée. Donc c'est une pressurée tout en douceur qui extrait le jus sans faire trop de lit. Voilà. La pressurée, elle peut durer ici, comme je la pratique, entre 24 et 48 heures. Voilà, à peu près. Donc on va certainement 10 fois moins vite qu'une machine. Et c'est aussi des moments d'échange et c'est une belle façon d'accompagner le vin jusque dans la bouteille. Voilà. Très beau reportage où on découvre le Beaujolais comme un territoire plein de ressources et les savoir-faire des hommes et des femmes qui y habitent. Maintenant, nous découvrons la nouvelle séquence histoire qui va nous raconter la route des vins du Haut-Beaujolais. Le commerce du vin du Beaujolais vers la ville de Paris, ça a représenté, pour ceux qui l'ont mis en route, une véritable aventure. Roger Dion nous apprend, dans sa Bible, on peut appeler ça comme ça, de l'histoire de la vigne et du vin en France, que le vin du Beaujolais, pour monter à Paris, passait par le lieu dit les Dépôts, au-dessus de Beaujeu. Je croyais l'éminent historien qui est Roger Dion et je n'ai jamais remis en question cet état de choses. Et jusqu'à ce que je trouve qu'il soit fait état d'un dépôt de Diane, situé sur Saint-Jacques-des-Arrêts, une commune limitrophe de Juliers. C'est un endroit où on dépose des fûts qui sont faits dans l'arrière-pays, à Tramail, à Trembly, qui sont destinés à venir sur Juliers ou Juliénas. C'est un dépôt où on met aussi des mérins, pour faire des cuves, pour faire des tonneaux. C'est un dépôt où on amène du vin par convoi de chars à bœufs. Face à ce bâtiment qui existe toujours, qui est en très mauvais état, mais qui est très grand, ce sont des bâtiments carrés qui entourent une vaste cour, qui est muni d'un grand portail, qui peut être défendu en cas d'attaque de gens mal intentionnés. Oui, ici vous avez exactement tout ce qu'on attend d'une aire d'autoroute. Vous avez le gîte et le couvert, et également le carburant, c'est-à-dire le foin et l'eau pour les bœufs. Les vins du nord du Beaujolais ne passaient pas par les dépôts au-dessus de Beaujeu, mais passaient bien par ce dépôt de Diane. Les gens montaient le vin de Juliers, de Juliénas, s'arrêtaient au dépôt de Diane et de là étaient reconvoyés à la Loire pour monter sur Paris.
On l'a vu, le Beaujolais, c'est d'abord un territoire qui donne une géographie, une économie et des talents pour les révéler. Oui, moi, ce qui m'a touché dans ces deux reportages, c'est que dans des endroits perdus du Beaujolais, un œnologue peut fabriquer des violons, savoir jouer des beaux morceaux, un viticulteur se remet à des méthodes ancestrales, essaye de découvrir ce qu'ont donné les anciens et découvre bien une plus grande substance de son vin, et un meilleur goût aussi. Et je trouve que ces valeurs des personnes font ressortir un patrimoine qui est méconnu au niveau technique, économique peut-être, mais qui nourrit des personnes, des générations, qui fait briller une culture sur un territoire venant de personnes simples, mais en fait solides et profondes. Et ce qui est beau aussi, c'est de voir le lien entre les ressources physiques, donc la pierre, le bois, et comment les hommes et les femmes vont s'en emparer pour fabriquer réellement leur propre culture. C'est ça, comme s'il y avait une symbiose entre la personne, les matériaux, les techniques, et puis le patrimoine culturel qui a été donné de génération en génération. Et je trouve derrière Robert Bridé, c'est de voir aussi que en cherchant, on découvre des histoires incroyables, que la route du vin ne passe pas par la vallée du Rhône, mais passe plutôt par la Loire et remonte par des endroits qui aujourd'hui nous paraissent inconnus, mais qui ont été riches d'humanité, d'inventivité, de commerce. Je trouve ça voilà, très beau de voir que derrière une région qui peut paraître perdue, en fait, il y a des richesses extraordinaires. Et nous passons maintenant à l'interview de Chantal Pégase pour Les Chaises Vertes, qui va nous parler du Géoparc. Bienvenue à l'interview des Chaises Vertes. Aujourd'hui, nous interviewons Chantal Pégase. Voilà. Bienvenue Chantal Pégase à l'interview. Vous êtes donc viticultrice à Audenat, Oui. domaine Baron de Nécluse où vous nous accueillez aujourd'hui, suppléante du député Bernard Perru pour la circonscription de Villefranche et du Beaujolais. Et vous avez contribué à l'obtention du Géoparc au Beaujolais, attribué par l'UNESCO qui reconnaît un patrimoine géologique remarquable. Alors, la première question que je souhaiterais vous poser, c'est qu'est-ce qu'un géoparc? Alors, géoparc, ça veut dire géologique parc. C'est un concept qui a été créé par la France en l'an 2000. Tous les géologues du monde entier se connaissent et ils ont constaté que l'idée de la France de préserver, de mettre en valeur, de transmettre ce patrimoine, cette connaissance de ce patrimoine était véritablement une idée géniale, on va dire. Ouais. Et alors, de 2000 pour aller assez vite à 2011, les géoparcs se sont développés dans le monde entier. En Chine, au Japon, en Europe, en Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne. Vraiment, l'Espagne, il y a 13 géoparcs. C'est le pays qui a le plus de géoparcs. Et ils ont vraiment compris que c'était un outil pour apprendre à connaître son territoire, première chose. Deuxième chose, pour éduquer, transmettre toute une culture, parce qu'un géoparc va se traduire dans l'architecture. Vous voyez, la maison ici, elle est complètement en pierre bleue de Brouilly, la pierre la plus ancienne et la plus dure de France. Et tout ça, si on ne le dit pas, les gens l'oublient. Et enfin, c'est un élément pour développer le tourisme. Donc c'est un développement, c'est un outil qui permet un vrai développement économique. Un géoparc qui marche pour la direction mondiale, c'est un géoparc qui crée du business. Entre géoparcs, on apprend à se connaître. Il y a un réseau des géoparcs européens, il y a un réseau des géoparcs mondiaux, et puis qui crée des emplois dans la région. Et alors, pour le Beaujolais, c'était vraiment l'occasion de dire pourquoi nous, en Beaujolais, avec notre seul cépage, le Gamay noir à jus blanc, on a des vins si différents. Et chez nous, en Beaujolais, la géologie, on la déguste. C'est quand même formidable. C'est merveilleux. Ah oui, c'est merveilleux. Alors voilà. Alors, quand vous vous promenez en Beaujolais, il faut faire deux choses. Vous regardez les paysages, qui sont aussi l'histoire de l'évolution de notre grande région, on va dire, depuis 600 millions d'années. Et ensuite, vous regardez nos villages, les maisons. Tous nos villages sont colorés. Tout le monde connaît les pierres de Ré, bien évidemment. Mais en bas des pierres de Ré, vous avez tous les calcaires blancs, puisque les pierres de Ré, c'est un calcaire ferrique, c'est ce qui donne la couleur.
Mais en bas, vous avez les calcaires blancs, Morancé, Anse, Villefranche, Belleville, Saint-Lager, et tout le bord de Saône, Charentais, sont des calcaires blancs. Vous allez un tout petit peu après, vous avez des argilo-calcaires. Vous arrivez vers les crues, vous avez les granites roses. Vous arrivez sur la côte de Brouilly, vous avez la pierre bleue. Vous remontez vers Avenat, vous avez le grès, un peu plus gris. Voilà. Et finalement, tous nos villages sont colorés. Il faut simplement regarder. Et voilà. tout ceci contribue à valoriser et à donner cette teinte au terroir beaujolais. Alors, bien sûr, et ça veut dire que tout ça, ça nous permet de comprendre nos productions. Alors, ce que je trouve vraiment, je dis toujours aux gens, tout le monde connaît le Beaujolais. Mondialement, on est quand même le premier vin français, le plus connu, le premier vin tranquille français. C'est-à-dire que vous êtes au fin fond de l'Afrique, de l'Inde ou je ne sais où, vous dites citez-moi 2 vins français, ils vont dire Champagne, Beaujolais. Ça, c'est quand même extraordinaire. Mais on connaissait que notre vin. Le vin, il est parfois critiquable. Parfois, on a été critiqué, maintenant on remonte, c'est très bien. Et alors, par contre, quand les gens découvrent notre pays, alors là, ils sont sidérés. Cet étonnement qu'ils ont, cette surprise de découvrir une nouvelle région de France qui était encore cachée, finalement, même si elle était très connue médiatiquement, eh bien, c'est un atout qu'on a encore à jouer. J'aime bien avoir toujours quelque chose à dire, quelque chose à surprendre, etc. Et le Beaujolais, alors là, on est très bon pour ça. Bon, eh bien, écoutez, en avant, on continue, et merci beaucoup. De rien. À bientôt. Au revoir, madame. À bientôt, au revoir. Alors dans cette interview, ce qui est superbe, c'est de comprendre le lien entre la géographie et les hommes, les richesses du territoire. Oui, parce que forcément derrière la géographie, il y a un climat, il y a des reliefs, il y a des difficultés de relations matérielles et les personnes s'épanouissent dans ce lieu, dans cette histoire et font jaillir de tout ce qu'ils ont autour d'eux eh bien le meilleur. Voilà, donc la géographie influe sur l'humanité et puis l'homme, la femme influeront ensuite avec leur savoir, leur capacité sur la géographie elle-même. Et effectivement, si ce géoparc peut rester dans cette dimension humaine et la révéler, nous serions au cœur de la richesse du Beaujolais et de tous les terroirs. Voilà, l'édition Pour que vive le Beaujolais d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci pour votre attention. Si vous connaissez ces émissions, que vous en parlez autour de vous, vous connaissez mieux votre patrimoine, vous connaissez mieux les personnes, les lieux, et donc la culture prend de la force, et insensiblement et petit à petit, eh bien, vous aidez à consolider cette région et à favoriser les initiatives des personnes dans tout ce qu'elles entreprennent. À la prochaine émission, Fort Fort!